Bonsoir tout le monde. Ce soir, nous allons parler du rétablissement pour les proches et pour les personnes qui vivent avec un trouble de santé mentale. Pour nous en parler ce soir, on reçoit Diane, qui est mère et proche aidante, et on reçoit aussi son fils François, qui est proche aidé, qui vit avec la schizophrénie. Et puis tous les deux vont aborder leur cheminement personnel, puis les différentes étapes de leur rétablissement. C'est parsemé de moments plus difficiles et de moments plus lumineux. Donc, on va pouvoir les entendre sur ce qui a aidé François à retrouver son pouvoir d'agir et Diane, sa capacité à se réapproprier le pouvoir sur sa vie. Et puis, après avoir entendu leur témoignage, on va entendre Marie-France Jacques, qui est une intervenante jeunesse dans notre équipe à la SQS, qui va pouvoir parler de certaines stratégies que les proches peuvent utiliser pour favoriser leur établissement en tant que proche aidant. Donc, Diane, est-ce que tu veux commencer avec ton témoignage et François partager la présentation? Merci François, on voit bien. Alors Diane, on t'écoute. Oui, bien, bonsoir tout le monde. François et moi, on a formé un duo pour monter ce témoignage-ci. On a fait ça ensemble. Donc, François, qui est mon fils, et moi, sa mère. Oh, ouais. François, proche aidé, et moi, proche aidante. Ben, on a parcouru parallèlement et distinctement les 5 étapes de notre propre rétablissement, Mais pas à la même vitesse. mais pas à la même vitesse, effectivement. Voici les 5 étapes du rétablissement dans le processus de cheminement de rétablissement. Premièrement, le choc et le déni. Deuxièmement, la vie est limitée, on renonce, on est désespéré. Troisièmement, le changement est possible, mais on est encore on est toujours en remise en question malgré qu'on a un peu d'espoir. On débute un espoir. Quatrièmement, l'engagement a changé. On a la volonté d'agir avec courage. Et la cinquième et dernière, c'est les actions à changer. On devient responsable et on reprend notre pouvoir d'agir. Pour François, on parle des 5 étapes dans le processus de rétablissement. Pour moi, pour les familles et pour les membres de l'entourage, on parle des 5 étapes d'adaptation. Toutes ces étapes-là, c'est pas linéaire. Il peut y avoir des reculs, il peut y avoir aussi une stagnation dans une des étapes, mais il n'y a pas de limite de temps. Alors, le plan de présentation de ce soir. Avant la maladie, le prodrome, sans signe extérieur, consultation en psychiatrie, première ressource fréquentée par moi, côté légèrement lumineux, association de parents fréquentée par Diane, deuxième ressource fréquentée par moi, côté lumineux, course Diane et François, course à relais Montréal-Ottawa pour François, troisième ressource fréquentée par moi, côté lumineux, cheminement vers le monde du travail pour moi, création et passion, conclusion et période de questions. Avant la maladie, là, vous allez voir une photo de François au primaire et au secondaire. Une enfance tout à fait normale, un fils unique, l'école privée, primaire, secondaire, cours de piano dès l'âge de 5 ans jusqu'à l'âge de 15 ans. Pourquoi des cours de piano? Parce que son grand-père, pour son anniversaire de 5 ans, avait offert un clavier à François et le clavier était placé près de la télé. Après une émission de Passe-Partout, il s'est assis au clavier et il a joué la musique de Passe-Partout sans avoir eu de cours de piano. Donc, il y avait une oreille musicale. Donc, à la suite de ça, je me suis dit, ah, on va lui faire suivre des cours de piano. Et il a débuté ses cours de piano, je pense qu'il y avait peut-être 6 ans, quelque chose comme ça. François, il a joué dans le métro aussi du clavier de l'âge de 18 à 20 ans. Il a fait 3 cégeps pour obtenir son DEC en création littéraire. Première session à l'Université de Montréal, toujours en création littéraire.
Et là, ben, le prodrome est apparu. Bien ça, le prodrome, c'est avant les symptômes. C'est certain qu'il y a eu un impact dans la vie personnelle de François et dans son parcours scolaire. Baisse des résultats scolaires, autant au cégep qu'à l'université, et finalement un échec à la première session à l'université. Là, vous voyez un tiroir qui est rempli de produits naturels. François avait beaucoup d'intérêt pour ces produits-là. Il faisait une accumulation compulsive. À cette époque, il travaillait pendant l'été, il faisait un bon salaire et il pouvait s'acheter ses produits naturels. Je pense qu'il était pas bien dans sa tête à cette époque-là. Il cherchait une automédication. Il n'avait pas commencé encore à consommer. Fait que pour se soulager, il était tombé dans les produits naturels. Mais rien ne paraissait à l'extérieur, là. C'était tout, ça se passait tout dans sa tête. Il était plus discret avec nous autres. On pensait que c'était normal, qu'il se détachait de nous autres. C'était la fin de l'adolescence, début de l'âge adulte. Sur la photo, ça, c'est tous ses amis de consommation. Le François est situé en arrière, à droite, là, sur la photo, en arrière de celui qui a une chemise blanche. Et c'était le début de sa consommation avec ses amis. Par la suite, il s'est isolé un peu du groupe. Quand il les voyait, il parlait plus. Là, on a commencé à le nommer le silencieux. Et là, à la suite, en continuant, là, une consommation solitaire a commencé. Le type de consommation, tenez-vous bien. Alcool, cactus, champignons, ecstasy, kétamine, speed, GHB, LSD et quelques opioïdes en plus du cannabis. Moi, je pensais que c'était juste du pot qu'il prenait. Et c'est certain qu'il ne consommait jamais à la maison. À cette période-là, il continue encore à suivre des cours de piano, mais il a changé 4 fois de professeur en 2 mois. Il nous a dit, j'en connais plus que autres. Il a cessé de jouer du clavier dans le métro. La raison fut que quand il embarquait dans le wagon, on le reconnaissait et on pianotait. Les gens pianotaient sur leurs cuisses pour dire que ben il était un pianiste. Est-ce que c'était le début de paranoïa? Non, on ne savait pas là. Tu sais, on était vraiment dans le vague. À la maison, il y avait un comportement éteint. Il s'enfermait dans sa chambre. Il refusait de participer à toutes les activités de la famille et de la famille élargie. Mon père est décédé à cette période-là. Il a refusé de venir au salon. Il a refusé aussi de venir à l'enterrement. J'ai manifesté, c'est sûr, la peine que j'avais parce qu'il ne venait pas avec nous. Puis la réponse fut, j'ai des cours aujourd'hui. Je vais vous dire que j'ai trouvé ça assez pénible, assez difficile. Il y avait une violence verbale envers nous, ses parents, mais uniquement juste avec ses parents. Il n'y avait pas de violence pour aucune autre personne, uniquement ses parents. Il nous disait qu'on était des parents à chier. Même les yeux n'étaient plus les mêmes. Moi, j'ai consulté suite à toute la consommation. On se demandait qu'est-ce qui se passait. J'ai consulté seul au Virage. C'est le centre de réadaptation à dépendance. Puis ensuite, on a eu une rencontre familiale. Son père et moi, à tour de rôle, on a parlé. Puis autour de François, lui a dit, moi, j'ai pas de problème de consommation. Et ça s'est terminé là. On a sorti de là. T'avais rien donné. Et François était très en colère. Les yeux parlaient. Il disait pas un mot, mais les yeux me montraient qu'il était vraiment en colère. Oui, la consultation en psychiatrie. On s'en va pas à l'urgence avec tout ce que je vous ai mentionné. On peut pas s'en aller à l'urgence dire mon fils, il va pas bien, mais on sait pas ce qu'il y a, là. C'était le début des hallucinations visuelles et auditives. Il rit tout seul. Il envoie la main à des personnes imaginaires. En voiture, il veut plus s'asseoir en avant sur le siège du passager. Il s'assoit sur le siège arrière, du côté du conducteur, et moi, je le vois dans mon miroir rire.
Je lui demande avec qui tu lis. Il me dit personne. Il enregistre toutes les nouvelles à Radio-Canada. Il a même écrit au téléjournal leur demandant d'arrêter de jouer avec lui. Suite à une référence d'un médecin de famille, François a pu avoir un psychiatre 3 mois plus tard. C'était à l'époque, vous dites, c'était en 2008-2009. Aujourd'hui, je ne sais pas si ça serait 3 mois plus tard. On était toujours présents à chacun de ces rendez-vous avec le psychiatre. Parce que François voulait aussi. S'il n'avait pas voulu, il aurait été impossible de l'accompagner dans le bureau du psychiatre. À chacune des rencontres, voyant notre détresse, c'est vrai qu'on était vraiment en détresse, son père et moi, le psychiatre demandait à François s'il pouvait nous rencontrer tout seul, son père et moi. François disait oui. Et là, le psychiatre l'invitait, retourne dans la salle d'attente, puis j'irai te chercher quand ça va être fini. C'est le psychiatre qui nous a donné le plus de support les premiers mois de la maladie de François. Là, il y a une médication antipsychotique qui a commencé. François n'était pas d'accord de la prendre. Il était toujours dans le déni. Pourquoi je prendrais un médicament? Je ne suis pas malade, moi. Comme il habitait avec nous et qu'il n'était pas chaud à prendre la médication, c'était nous qui lui essayions d'y donner sa médication. C'était un cauchemar. Ça fonctionnait une fois sur deux. Au rendez-vous suivant, le psychiatre changeait de molécule, le même manège recommençait et François disait au psychiatre au rendez-vous suivant, votre pilule, là, ça fonctionne pas. Et ça a duré une année. C'était l'enfer. Je vais vous avouer, c'était l'enfer. Et le médicament, c'était 2 fois par jour. Fait qu'imaginez-vous comment ça pouvait être à la maison. Les 2 premières étapes, change de OK. Les 2 premières étapes du rétablissement. Pour François, c'est sûr, première étape, choc et déni. Il se dit, c'est pas malade. C'est ça, la première étape dans le processus de rétablissement. Pourquoi je prendrais des médicaments? Je suis pas malade. Nous, là, si on pensait comme François, on dirait la même chose aussi. J'ai pas besoin de pilule. Pour moi, même chose. Je suis en choc et je suis en déni aussi. C'est la première étape de mon adaptation. Le choc du diagnostic. Puis aussi, je pensais, peut-être le psychiatre s'est trompé, parce qu'on sait que la psychiatrie, c'est pas une science exacte. Hein? Premier diagnostic, psychose d'origine indéterminée, et 6 mois plus tard, schizophrénie indifférenciée. Indifférenciée, ça n'existe plus maintenant. Le mot n'existe plus dans la Bible des psychiatres, le DSM-5. Pour François, ça a tout un impact de son diagnostic. Il se sent perdu et vit un fonctionnement minimal dans sa vie de tous les jours. Il allait à ses cours, il prenait le transport en commun, il revenait quelques heures plus tard. Allait-il vraiment à ses cours, comme il nous parlait très peu? Peut-être qu'il allait, puis peut-être qu'il allait pas, on ne le sait pas. Tout de suite, en revenant à la maison, il montait dans sa chambre sans dire un mot. Pour moi, j'étais dévastée, déstabilisée. C'était vraiment un immense impact dans ma vie personnelle. J'avais pas rêvé ça pour mon fils. Hein. À 21 ans, là, avec le diagnostic, je me disais, je voulais pas que sa vie soit finie. Je pleurais tout seul dans mon sol. C'était une masse qui me tombait dessus. Je me sentais coupable. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Qu'est-ce que j'ai pas vu? François devenait le centre de ma vie. Je m'impliquais intensément dans sa vie. Excusez-moi, au détriment de ma propre vie. Dans ma tête, là, je me disais, je vais le sauver. Excusez-moi. Pour moi-même, je n'étais pas prête à demander de l'aide. Je me suis refermée comme une huître. C'est pas moi qui est malade, c'est mon fils. C'est lui qui avait besoin d'aide. J'ai eu le support de ma sœur, qui est une ex-infirmière, de mon neveu, criminologue, et également le support du psychiatre de François. La première année de la maladie de François. Au bout d'une année, on a informé la travailleuse sociale de François que nous étions à bout et qu'il devait quitter la maison, c'est-à-dire être placé. La vie avec lui était devenue impossible.
Le climat était à couper au couteau. Son père est presque venu au point avec lui à un moment donné. François lui avait parlé à 2 pouces du nez. Il voulait le convaincre de prendre du LSD, tous les trois, son père, moi et lui, et que l'harmonie reviendrait à la maison. Pour François, il était toujours dans la première étape, choc et déni. Pour moi, j'entrais dans la deuxième étape. J'étais épuisée de toujours lutter pour le bien-être de mon fils. J'étais découragée face à son avenir, face au mien aussi, mais je n'étais plus dans le déni. Première étape, première ressource que François a fréquentée, côté légèrement lumineux. Moi j'appelle ça parce que c'était pas sombre. La vie de François n'était pas sombre. François était maintenant dans la deuxième étape de son processus de rétablissement. Il se laissait vivre, il se limitait à vivre sa maladie à la ressource, qui habitait maintenant dans une ressource, qui se nomme Service d'intervention en santé mentale Espoir. C'est un organisme à but non lucratif offrant des services de réadaptation et de réinsertion sociale à des adultes présentant des difficultés en santé mentale sur le grand territoire de Longueuil. François participait à toutes les activités thérapeutiques, occupationnelles, et toutes étaient obligatoires. J'ai habité au Centre Espoir durant 2 ans et demi. J'avais un petit 1 et demi, je sortais peu sauf pour les activités. La médication Risperdal me causait certains effets secondaires, comme une sensation de poing dans le front, plus de fatigue, plus amorphe, une augmentation de l'appétit et un manque de motivation. Voici la liste de mes activités. Il y avait la cuisine collective, le sport, volleyball, piscine intérieure et extérieure l'été, du vélo, de l'art plastique, des jeux de société, le cinéma, les ateliers thérapeutiques. Une fois par semaine, je rencontrais mon intervenante pour parler de mon plan d'intervention. Le vendredi, il y avait une réunion de tous les résidents pour discuter des activités de la semaine, mais ce n'était pas mon activité préférée parce que je n'aime même pas beaucoup parler en public. Maman, La première année, François, au Centre Espoir, François prenait sa médication par la bouche devant l'intervenant durant la semaine. La fin de semaine, il n'y avait pas d'intervenant. On lui donnait sa médication le vendredi soir pour la fin de semaine et lui la cachait dans son congélateur. C'est à cette époque-là, voyant le non-respect de sa médication par la bouche, la médication obligatoire a débuté, un antipsychotique intramusculaire. Le psychiatre avait informé François de l'obligation de traitement. Il avait dit, t'es jeune, tu vas t'en sortir, je vais t'obliger à être traité. Je vais faire une demande à la cour. On appelle ça une autorisation de soins. François devait se rendre à la clinique externe de psychiatrie pour recevoir son injection, accompagné d'une intervenante de la ressource. Pourquoi aller avec une intervenante de la ressource au début? Parce que François aurait pu se sauver. À ce moment-là, c'est la police qui aurait dû le ramener à la clinique pour qu'il reçoive son injection. C'était un ordre de la cour. J'ai une petite anecdote à vous raconter. La première fois que François s'est rendu à la clinique externe de psychiatrie, accompagné de l'intervenant, il arrive à la clinique externe de psychiatrie et il dit à l'infirmière, je veux pas ta piqûre. Est-ce que je peux appeler mes parents? Fait qu'elle a dit, oui, oui, tu peux les appeler. Pendant ce temps-là, elle prenait un autre téléphone et elle appelait un agent de sécurité. Et là, François disait à son père, ah, je ne la veux pas, ça piqûre. Fait que là, son père a dit, écoute, c'est un juge, il faut que tu respectes ça, c'est un juge qui l'a ordonné. Là, François dit à son père, ah, je vais te laisser parce que la police vient d'arriver. C'était l'agent de sécurité qui était dans la porte et on aurait pu lui donner de force son injection. Quelques temps plus tard, j'ai contacté l'infirmière et on n'a pas utilisé la force avec François, il s'est laissé faire. 3 mois plus tard, quasiment jour pour jour, il allait tout seul à la clinique externe. Nous, on a vu la différence. Les symptômes positifs avaient disparu, ses yeux étaient devenus doux comme avant, comme les autres aujourd'hui. La molécule prescrite, elle avait fonctionné
un coup de chance, je pense, parce que comme la psychiatrie, c'est pas une science exacte, j'ai rencontré d'autres parents dont le fils a utilisé la même molécule et ça n'avait pas fonctionné avec leur fils. Par contre, il restait les symptômes négatifs qui sont peu touchés. François, les symptômes négatifs que François a, ils sont peu touchés qu'avait, sont peu touchés par la médication antipsychotique. J'ai recommencé mes cours de piano en privé tout en poursuivant les activités du Centre Espoir. Je sortais peu de mon petit 1,5. Été comme hiver, mes stores étaient fermés. J'écoutais pas la TV ni la radio. À la résidence, on avait 2 repas communautaires par semaine, mais les autres jours, je devais me faire à manger, mais je n'avais jamais fait la cuisine. Je m'achetais des petits fruits, du thon en bois, du yogourt, des bananes. Le samedi, ma mère m'apportait un repas. J'étais beaucoup sur mon ordi quand je n'avais pas d'activité. Je me considérais sans avenir et sans aucune possibilité de m'en sortir. Comme François était dans une ressource qui avait un toit sur la tête et des intervenants en place 5 jours sur 7, mais son père et moi, on a pris la décision de partir en voyage 6 semaines en Alaska. Ça nous a fait le plus grand bien. J'ai pas oublié mon fils, mais je pensais de moins en moins à lui tout au long du voyage. Le psychiatre était au courant de notre absence ainsi que les intervenants du centre. Il pouvait quand même nous rejoindre euh, par les courriels. Je pense que François ne s'est jamais aperçu qu'on est parti 6 semaines. 2 ans plus tard, 2 ans et demi plus tard, on m'annonce que je dois quitter le Centre Espoir. Selon eux, je n'ai pas suffisamment progressé dans mon autonomie. Il fallait que la travailleuse sociale me trouve une autre ressource, une famille d'accueil qu'elle m'a dit. À son admission au Centre Espoir, on nous avait informé que François serait dans cette ressource-là pour 2 ans. Moi, j'ai cru que ce serait suffisant pour acquérir une certaine autonomie. Fait que durant son séjour, nous avons rencontré les intervenants 2 à 3 fois et jamais on nous avait parlé que François ne progressait pas assez rapidement. À partir de là, quand François venait à la maison les fins de semaine, j'ai commencé à noter toutes les améliorations par rapport à son autonomie. Qu'est-ce que ça veut dire acquérir de l'autonomie? Tu sais, est-ce que c'est être capable de s'occuper de toi-même, de tes soins d'hygiène, de faire ton lavage, de se faire à manger, de payer son loyer ou autre action? On n'avait jamais discuté de ça à la ressource. Lors de son admission, comment François a-t-il été évalué? Peut-être François n'était pas assez autonome pour être dans cette ressource-là. Après son départ du Centre Espoir, j'ai rencontré une intervenante qui me l'a confirmé. C'est vrai qu'on voulait que François quitte la maison, mais pas à n'importe quel prix. Moi, je sais maintenant que la nourriture, il m'a déjà dit, François, qu'il a passé 2 jours sans manger. Mais je ne savais pas ça. J'étais pas au courant. Puis là, je me suis dit aussi, ben, il n'a pas perdu de poids. Donc, il mangeait quand même. Peut-être qu'il ne se faisait pas la cuisine, mais il allait chercher de la nourriture. Y a-t-il un temps limite aussi pour le rétablissement? Tu sais, tu sais, je pensais à l'autonomie, je pensais aussi au rétablissement. Y a-t-il un temps limite pour un rétablissement pour une personne qui vit avec une problématique en santé mentale? Chaque personne est unique, chaque cheminement vers le rétablissement est unique. Fait que nous, son père et moi, on a voulu contrecarrer la décision de la travailleuse sociale qui, selon son évaluation, l'orientait vers une famille d'accueil. J'ai rien contre les familles d'accueil, mais leur clientèle est différente. Les âges sont différents aussi, puis leur mission est davantage le gîte et le couvert. Nous étions totalement en désaccord euh, avec la famille d'accueil. François avait besoin d'une ressource intermédiaire qui continuerait à le stimuler, comme qu'on avait commencé à faire au Centre Espoir. Euh, j'ai demandé à la travailleuse sociale si on pouvait assister, nous, ses parents, au comité de relocalisation du département, comité de relocalisation, c'est un grand mot, là, du département de services sociaux de l'hôpital Charlemagne, où François était suivi. La travailleuse sociale a présenté son dossier et a conclu que François serait dirigé vers une famille d'accueil. Une des intervenantes du comité d'admission, ils étaient 2,
Me voyant sortir une feuille de mon sac à main, m'a donné la parole et c'est là que j'ai exprimé mon désaccord avec la travailleuse sociale et que j'ai proposé une ressource intermédiaire, le phare, une ressource pour les 18-35 ans. Selon le Centre Espoir, François n'y avait pas assez acquis d'autonomie, mais moi, je savais que François s'était amélioré sur ce plan-là. J'ai présenté aux 2 membres du comité une liste d'actions que François avait posées quand il venait à la maison la fin de semaine. Après délibération, leur décision fut que François serait dirigé vers le phare. Pour moi, j'entrais dans la 3e étape de mon adaptation. Je réalisais mes forces et celles de François. Une lueur d'espoir m'animait. Excusez-moi. Je suis un peu émue. Je remettais en question, 3e étape, c'est que je voyais mes forces. Je voyais aussi les forces de François. Là, j'ai réalisé que le changement était possible. Je remettais mes questions, mes actions, je remettais en question mes actions, mes attitudes, mon comportement. Je ne devais plus tenter de le sauver. Je devais davantage l'accompagner et je devais rétablir un dialogue avec François car une distance s'était installée par la maladie. Là, j'ai commencé à faire des recherches sur les schizophrénies. Je désirais comprendre la maladie pour mieux accompagner mon fils. J'avais besoin de comprendre son comportement. J'ai rencontré des pères aidants. J'ai rencontré la clientèle d'un couvert à l'autre, qu'on appelle DCL, d'un couvert à l'autre. C'est un organisme communautaire ayant pour mission la réinsertion sociale et professionnelle des personnes qui sont touchées uniquement par la schizophrénie ou par des troubles psychotiques apparentés. J'ai rencontré 5 jeunes hommes qui étaient embauchés par le DCR et je leur ai demandé, moi j'ai un fils qui a un diagnostic de schizophrénie, je ne sais pas comment agir avec lui, est-ce que vous pouvez m'aider? J'ai passé la plus belle après-midi de ma vie. Ils m'ont parlé de leur vécu, de leur relation avec leurs parents, des bonnes et des moins bonnes ressources aussi existant à Longueuil. Ils m'ont posé des questions sur mon fils et comment je devais fonctionner avec lui. DCL a changé de nom depuis 3 ans. Maintenant, ça s'appelle Initium. Je suivais aussi sur les réseaux sociaux Luc Vigneault et c'est là que mon sentiment d'espoir s'est confirmé. François? Ouais. Oui? T'as-tu son verre dormi? Non, Non. non. Là, j'ai commencé à fréquenter les associations de parents. J'ai fréquenté assidûment 2 associations pour les familles et pour les membres de l'entourage reliées à la santé mentale. En premier lieu, une association qui est près de chez moi, l'Association des parents et amis d'une personne vivant avec une maladie mentale, la PAM Rive-Sud, située à Longueuil, qui se nomme maintenant, ils ont changé de nom, Carrefour en santé mentale pour les familles et les membres de l'entourage. La travailleuse sociale de François nous avait remis un feuillet de la PAM Rive-Sud que j'avais mis de côté. 9 mois plus tard, après le diagnostic de François, là, je me suis décidée à aller à la PAM Rive-Sud afin d'avoir de l'aide pour moi-même. J'étais à fleur de peau, j'allais pas bien. Je me suis présentée à le bureau avec un gros moton dans la gorge. À l'accueil, on m'a présenté une intervenante et dans son bureau, j'ai éclaté. Elle m'a écouté pleurer sans me juger. Et à la fin, elle m'a parlé d'un groupe de soutien pour briser mon isolement, pour rencontrer d'autres parents comme moi. Et effectivement, j'ai rencontré d'autres parents comme moi. J'étais vraiment surprise parce que moi, je pensais que j'étais toute seule au monde à vivre ça. Ils vivaient les mêmes émotions que moi. Enfin, j'étais plus toute seule. J'ai fréquenté ce groupe de soutien-là durant 2 ans et demi et j'ai pas manqué un soir. Par la suite, en raison du diagnostic de François, je suis devenue membre de la Société québécoise de schizophrénie et des psychoses apparentées, que vous devez connaître sûrement, la SQS. Malgré les recherches sur la schizophrénie faites sur Internet, j'avais besoin d'en apprendre encore plus. J'ai participé à toutes les formations, les conférences,
ainsi que j'ai été participante au groupe de soutien aussi à la SQS. J'ai même assisté à des conférences sur la santé mentale à Douglas, à Laval, à Saint-Jérôme, à Saint-Hyacinthe et même à Trois-Rivières. Mais cette fois-là, à Trois-Rivières, c'était organisé par la SQS qui avait loué un autobus pour les parents membres qui voulaient s'y rendre. J'étais pas mal folle à cette époque-là, mais j'avais un besoin immense d'infos sur les maladies mentales. À la SQS, à cette époque-là, j'observais le seul et unique père aidant qu'il y avait là, Simon Lompré. Il est encore là aujourd'hui. Lors des conférences en présentiel, il était toujours présent. Je me disais, et me disait, lui, il est rétabli. C'est ce que j'ai souhaité qu'un jour mon fils pourrait se rétablir. François et moi, on est encore membres de la SQS et je pense que je vais le rester jusqu'à ma mort, sûrement. Aujourd'hui, l'organisation a beaucoup grossi. Il y a maintenant 5 pères aidants et 3 pères aidants familles. Deuxième ressource fréquentée par moi, côté lumineux. J'ai été admis au phare en 2013 et je suis demeuré là 5 ans. Sa mission est la réinsertion sociale et la réinsertion professionnelle pour les 18-35 ans. Je n'avais plus à préparer mes repas, mais chaque résident avait une tâche à accomplir en plus de la responsabilité et de la propreté de sa chambre. Ma tâche consistait à cuisiner les muffins avec la cuisinière chaque semaine. Je connaissais par cœur comment faire des muffins et je pouvais vous donner la recette si vous voulez. L'été, j'arrosais les fleurs autour de la piscine ainsi que le jardin. J'entrevoyais la possibilité de changer, mais je n'étais pas encore prêt à changer. On appelle ça la troisième étape du processus de rétablissement. J'étais confortable dans cette étape-là. Les activités du sport étaient centrées sur nos activités personnelles. Moi, mes activités personnelles étaient cours de piano, cours en rapport avec la musique dans le cadre des activités culturelles de l'Université de Montréal. J'ai fait 4 sessions et je les ai toutes réussies. Cinéma une fois par semaine et gym 3 fois par semaine. Moi, j'ai plongé dans la 4e étape de mon adaptation. J'étais réaliste. Je comprenais la maladie de François. Je travaillais sur mes forces et mes limites. J'avais une vision différente de mon avenir et celle de François. Je voyais ses forces, je voyais ses limites. J'avais confiance en lui et en l'équipe traitante. J'accompagnais l'équipe du phare dans leurs interventions à responsabilité François et à se réapproprier son pouvoir d'agir. On travaillait et les intervenants du phare et nous, les parents, dans le même sens que l'équipe. Comme parent, j'ai collaboré avec l'équipe du phare. Avec l'accord de François, je participais une fois par mois à la révision de son plan d'intervention. Le phare et nous, comme je vous ai dit, on avait le même objectif, la même vision, son autonomie personnelle et son autonomie professionnelle. C'est dans cette ressource-là que François s'est beaucoup amélioré. Même les symptômes négatifs ont commencé à diminuer. Aujourd'hui, le phare a changé sa mission. Ils reçoivent maintenant une clientèle de tout âge. Là, c'est Marigot. J'entre de plein pied dans la 4e étape de mon rétablissement. J'ai la volonté d'agir et ça prend et avec courage. C'était cette période que j'ai commencé à travailler à le programme Passe Action avec le support de mon intervenant du CIV, suivi d'intensité variable. J'ai travaillé 5 ans à la Société historique et culturelle du Marigot de Longueuil. C'est un OBNL qui a pour mandat la conservation, la valorisation et la diffusion du patrimoine historique de Longueuil et de ses environs. J'entrais à l'ordinateur le contenu de vieux journaux. Je transcrivais les interviews faites des personnes âgées, par des historiens ou par des étudiants en histoire et toute autre tâche connexe. Et même quand il y en avait des nouveaux stagiaires du programme Passe Action, la coordonnatrice me les référait quand il y avait des problèmes avec l'ordinateur. La Société historique et culturelle a dû fermer la 2e année de la pandémie. Durant mes 5 années à Marigot, j'ai aussi tenté un retour aux études en musique au Cégep Saint-Laurent, mais j'avais réussi la théorie, mais j'avais échoué la pratique. Un autre essai a été fait au Cégep Édouard Petit en psychologie, une journée seulement. Et je suis retourné à Marigot, même si on avait fêté mon départ. La coordonnatrice était très contente de mon retour. La Société historique et culturelle a dû fermer la 2e année de la pandémie. Alors, je me trouvais donc sans emploi. J'ai dit à l'intervenante du suivi d'intensité variable CIV, je ne veux pas rester à rien faire. Ça, c'est d'un couvert à l'autre.
Avec elle, on avait trouvé un autre travail qui pourrait me convenir, c'est à DCL d'un couvert à l'autre. Maman nous en a parlé plus tôt. Pour la photo, j'ai été sélectionné pour la page couverture de l'AGA 2021. C'est la moitié de mon visage côté droit et pour la dernière page, c'est le côté gauche. Mes tâches consistaient à retaper des textes à l'ordinateur dont le sujet était la santé mentale. Je faisais également du publipostage et toute autre tâche connexe. Et oui, j'ai course Diane, c'est bien moi. Avant et durant le prodrome, François il demeurait à la maison. Il s'entraînait à énergie cardio. Je trouvais il revenait rapidement du gym. Une journée, je l'ai suivi. Il entrait dans le gym et il en sortait immédiatement. Donc, il ne s'entraînait plus. On a annulé son abonnement et un premier de l'an, j'ai pris la décision de courir un 5 km au Marathon de Montréal en septembre. Ça me donnait donc 8 mois pour m'entraîner. J'ai trouvé une entraîneur, Marianne, qui habite près de chez moi. Je lui ai expliqué que mon objectif, c'était d'améliorer ma santé physique et surtout que je voulais encourager François à m'accompagner et recommencer à s'entraîner. Moi, je m'entraînais avec elle 3 fois semaine. Parfois, François m'accompagnait, parfois, il venait pas. Coïncidence, je pense on était dû pour se rencontrer. Marianne avait également un frère qui vivait avec la schizophrénie. Elle comprenait que François pouvait être instable concernant l'entraînement. Au Marathon de Montréal, j'ai fait le 5 km avec mon entraîneur. Elle l'a fait avec moi, mais François était absent. J'ai continué par la suite à courir un 5, un 10 jusqu'en 2019. Voici une photo avec Jean lors d'un 10 km. Jean Manville-Théagène est une personne qui vit avec la schizophrénie et qui est rétablie. Il est marié, il a un fils de 10 ans, il a fait son bac et sa maîtrise en kinésiologie. Sur la photo, il est à droite. Il est père aidant au gym après avoir fait la formation de père aidant à l'AQRP, Association québécoise de réadaptation psychosociale. C'est également mon coach, il m'entraîne une fois par semaine en Zoom. Au fort, il a entraîné tous les résidents une fois semaine durant tout un été quand j'y ai résidé. Par la suite, il m'a encore entraîné ainsi que les familles et leurs proches de la SQS une fois par semaine les samedis matins de l'été sur le Mont-Royal durant 5 ans. Un contrat que Jean avait signé avec les SQS à la demande de la DG et du CA à l'époque. L'objectif de chacun, soit l'aider ou l'aidant, était de faire une course ou une marche au marathon en septembre, soit un 5 km pour la marche ou la course, un 10 ou un demi-marathon. Ma mère et moi étions présents tous les samedis matins. Le dernier samedi avant le marathon, on faisait une pique-nique. Ça renforçait nos liens et ça nous donnait un boost pour la course la semaine suivante. Au marathon, la SQS avait un super kiosque qui faisait connaître l'organisme ainsi que la schizophrénie. Ça va, François? Avec le support de Jean et de mes parents, j'ai fait plusieurs courses. Un 5, un 10, un 15 à Rougemont et 3 demi-marathons, le dernier en 2019. En 2025, Jean m'a convaincu de faire au printemps un 5 km à l'île Sainte-Hélène et un autre 5 km au marathon de Montréal en septembre. Jean demeure un modèle pour moi. En 2018, j'ai participé à cette course à relais organisée par Jean-François Martin, professeur de la technique en éducation spécialisée du Cégep du Vieux-Montréal. Son premier objectif était de briser les différences autant en santé physique qu'en santé mentale. Son deuxième objectif était le stage pour ses étudiantes de troisième année. Le professeur avait trouvé ses 4 participants qui avaient un handicap physique. Il lui restait la santé mentale et moi j'ai accepté de faire cette course à relais. Pendant plusieurs mois, les samedis matins, on s'entraînait tous à courir avec la joëlette. Voici une partie de notre arrivée à Ottawa. Vous verrez ce qu'avait l'air la joëlette. Et comment une personne handicapée physiquement arrive à faire la course à relais. Vous allez me voir, c'est moi qui cours. C'est le départ C'est le départ. au Cégep du Vieux-Montréal. Je vais t'en cacher un peu. Well, here's to the hearts
C'est François. Ça, c'est la Joëlette. C'est François qui tient. May you keep the chaos and the clutter off your desk. May you have unquestionable health and less stress. Having no possessions don't want you to have it all you can imagine. Depuis qu'on a lâché prise, on voit de la couleur dans les ondes grises. Qu'est-ce qu'il y avait, ce jeune homme-là, François? Paralysie des jambes, des jambes. Jean-François Martin. C'était toute une organisation, hein. Il y avait 5 éconolines, je pense, avec frigo, avec petits pois. Et François, le professeur, était avec 2 de ses amis qui ont l'aidé à monter ce programme-là. Et c'était extraordinaire. Vraiment, là, c'était extraordinaire. Et l'année d'après, je pense, ou l'année d'après, ou juste avant la pandémie, il a fait un autre voyage avec ses étudiants. Il est allé au Pérou. Changes-tu la vidéo, François? Oui. Troisième ressource fréquentée par moi, côté lumineux. J'ai quitté le phare en 2018. Je suis rendu à la 4e étape de mon rétablissement. J'étais prêt à vivre en appartement supervisé. J'ai été accompagné pour prendre cette décision par un intervenant du CIV, une intervenante du phare, la travailleuse sociale du phare et mes 2 parents. J'habite aujourd'hui avec 2 autres colocs qui présentent aussi une problématique en santé mentale et qui sont très stables. On a un grand 5,5, chacun a sa chambre et est responsable de sa propreté. Pour le salon, la cuisine et la salle de bain, chacun est responsable d'une pièce. Moi, c'est la cuisine. On a une intervenante qui nous supervise une fois semaine et au besoin. Le nom de l'organisme est Our Arbor en anglais ou notre arbre en français. Leur mission consiste à fournir des logements sécuritaires, propres et abordables pour des personnes vivant avec une problématique en santé mentale. Aussi, offrir du soutien au quotidien si besoin pour la gestion, l'accès aux services et l'intégration sociale, sensibiliser le public et promouvoir une meilleure compréhension de la santé mentale dans la communauté. C'est François qui s'est nommé le responsable des achats pour l'appartement. Les 2 autres ne montraient pas aucun intérêt pour ça. Fait que je peux vous dire qu'ils ne manqueront jamais de papier de toilette, ni de sac de vidange, ni de savon à main, ni de savon à vaisselle, ni de savon pour le linge. C'est un peu, lui, le gestionnaire de l'appartement. Est-ce que tu as dit que tu avais une intervenante qui vous voyait une fois semaine? Oui, je l'ai dit, oui. Oui, OK. Excuse-moi. Elle est là présentement. Ouais. Ah oui, ouais. C'est ça. Elle écoute présentement. Ouais. Cheminement vers le monde du travail. Après le programme Passe Action qui a duré 5 ans, j'ai pu profiter avec ces mots, service d'employabilité de la main-d'œuvre, d'un autre programme qui se nomme Sphère et qui dure 6 semaines. C'est maintenant la 5e étape de mon rétablissement. J'ai trouvé moi-même mon stage dans une pharmacie, Pharmaprix, à 5 minutes à pied de chez moi. Je vais vous raconter l'anecdote de mon entrevue d'embauche. Après mon travail à DCL, je me suis rendu à Pharmaprix pour faire un achat. La personne qui m'accompagnait, un résident d'Our Harbor, avait un air louche et en raison de son habillement, tout mal habillé. À la caisse, la caissière me demande d'ouvrir mon sac d'un ton brusque. À l'intérieur du sac, il y avait mon clavier pour iPad que j'utilise à DCL. Ils en vendent des pareils à Pharmaprix. Arrivé chez moi, je téléphone à ma mère pour raconter l'incident. Elle était indignée et me dit « Demain, on va voir le gérant ». Le lendemain, ma mère et moi, on va voir le gérant. Il nous explique qu'il y a beaucoup de vols qui arrivent à chaque jour et ce n'est pas une raison pour parler bête devant un client qui va à la pharmacie pour faire un achat et non pour voler. Dans la fenêtre de la pharmacie, il y a une annonce qui est écrite « Je cherche employé ». Je lui pose la question. Il me répond « Oui ». « Tu cherches un emploi ?» Ma réponse fut « Oui ». Le gérant dit de ton immédiat « Je t'engage ». Là, c'est moi qui ai été surpris. Je lui explique que j'ai fait partie d'un programme gouvernemental du Sphère, un stage de 6 semaines
que je suis servi par l'intervenant de ce programme. Je dois l'informer qu'elle pourra les contacter afin d'officialiser le stage. Je l'informe que j'ai une problématique en santé mentale. Le gérant semble surpris parce qu'il me dit qu'à Montréal, il avait embauché 2 personnes qui avaient une problématique en santé mentale, mais que ces personnes-là ne le regardaient jamais dans les yeux. Puis toi, tu me regardes dans les yeux quand tu parles. J'attends le téléphone de ton intervenant. J'ai fait mon 6 semaines de stage et par la suite, je suis devenu un emploi régulier de Pharmaprix, comme commis de plancher. Ça fut mon entrevue d'embauche. Ça fait 3 ans. J'aime ce travail qui est très diversifié. J'aime orienter la clientèle. Une employée de la pharmacie qui a croisé ma mère lui a dit que j'étais un excellent employé. Mon gérant me présente toujours comme un super commis. Une employée de la pharmacie qui travaille là depuis longtemps a dit au gérant que j'étais le meilleur employé de la pharmacie. Ce fut pour moi une reconnaissance à continuer à faire un bon travail. J'y travaille 25 heures par semaine et ça fait 3 ans et 4 mois que j'y travaille. C'est un vrai emploi. Je continue toujours mes cours de piano. J'ai toujours aimé l'art et la création. Je compose ma propre musique et crée mes propres vidéos. J'ai même fait pour ma professeure de piano plusieurs montages vidéo de chacune de ses chansons et une autre personne rencontrée à DCL m'a demandé de faire un montage vidéo avec des photos de la musique lors du 50e anniversaire de naissance de son frère, ce qui l'a très ému. J'aime les films québécois et les films de répertoire provenant de tous les pays du monde. J'essaie d'y aller à chaque semaine. En conclusion, je n'ai plus le goût de consommer depuis 2013. Je pense que je suis devenu sage. Ma seule dépendance est la yerba maté, une boisson énergisante, 2 par jour maximum et pas tous les jours, et le thé au matcha. Je n'ai jamais fait de rechute. J'ai de bonnes habitudes de vie. Je continue à m'entraîner 3 fois par semaine. J'ai influencé ma mère à aller aussi s'entraîner 3 fois par semaine. J'ai encore mon coach, Jean, dont je vous ai présenté plus tôt. Il m'entraîne 1 fois par semaine. Il m'encourage à poursuivre toutes mes activités physiques. J'ai également un père aidant, Chad, qui m'accompagne dans mon processus de rétablissement. Je peux discuter de certains de mes problèmes avec lui et ensemble, on trouve une solution. Je respecte mes rendez-vous aux 6 mois avec la psychiatre et à la clinique externe pour mon injection à la maison de mes parents. Je les aide à les menus travaux. J'accompagne ma mère à l'épicerie, je fais ma propre épicerie et en même temps, j'apporte ses sacs. Un jour, je désire aller vivre seul en appartement. En ce qui me concerne, je suis également dans la 5e étape. Je me suis adaptée comme parent vivant avec un nouveau fils. Nous avons une relation égalitaire, François et moi. On s'entraîne, on s'entraide et on s'entraîne aussi. Et parfois, sans qu'on lui demande, il va faire des tâches. Il va faire des tâches sans qu'on lui demande. C'est un être excessivement empathique et surtout, c'est un fils 2.0. En 2014, j'ai suivi une formation pour devenir père aidant famille donnée par la QRP, l'Association québécoise de réadaptation psychosociale, dans les locaux de la SQS. 12 parents ont suivi cette formation-là. 4 parents ont postulé. Après l'affichage, chacun de nous 4 a été rencontré par un comité de sélection formé de la DG de la SQS, de l'infirmier-chef de l'urgence et de l'infirmière-chef de l'unité des premiers épisodes psychotiques, et c'est moi qui ai été sélectionnée. J'ai travaillé 5 ans à la SQS comme père aidant famille. J'étais la première père aidante de famille du côté francophone à Montréal. Il y en avait déjà à Douglas et au Jewish. Pour terminer mon petit témoignage, je vais vous entretenir quelques secondes d'un psychiatre qui s'appelle Pierre Lalonde, non pas le chanteur, là, qui travaillait beaucoup avec les familles, qui a été membre du CA de la SQS et qui faisait à chaque année des conférences. Il terminait toujours ses conférences avec cette phrase-là: il faut pousser gentiment votre proche. Il faut le tirer doucement à avancer. Il faut marcher lentement devant lui afin qu'il soit capable de vous rejoindre. Je crois qu'il est retraité maintenant, aujourd'hui.
Ben, si vous allez sur YouTube, si vous tapez Pierre Lalonde, psychiatre, vous allez avoir, je pense, beaucoup, beaucoup d'articles sur lui. Je vous remercie de votre écoute. Je vous remercie de, je tiens à remercier aussi la SQS de nous avoir donné l'opportunité de faire ce témoignage-là. Je remercie Tania pour sa patience et sa compétence, parce qu'on n'est pas, nous, des pros des conférences ni de la techno. Et j'ai su aujourd'hui, je dois remercier Geneviève, chargée des communications, qui a refait une mise en page de notre PowerPoint. Et cette Tania, je vous ai pas donné son titre, c'est coordonnatrice à la programmation et aux événements. Fait que je remercie aussi également euh, Chad d'avoir parlé de François et de moi à Tania. Il lui a parlé que nous, on faisait des conférences. J'en ai fait, on a fait quelques-unes en Abitibi. Ouais, c'est ça, en Abitibi. Fait que je suis contente de l'avoir fait aujourd'hui. Pour terminer, ben, je tiens à féliciter mon fils. C'est vraiment un fils 2.0. Merci beaucoup, Diane. Merci, François. Merci pour votre partage, tous les deux, votre générosité dans ce que vous nous avez partagé, qui est parfois plutôt intime. Donc, c'était très inspirant. On le voit dans le clavardage. Bravo, François. Tu es vraiment inspirant. Tu as pris ta vie en main. Tu as de quoi être fier de ton cheminement. Merci pour votre partage. Très inspirant, c'est François. Merci à vous deux. Vous m'avez vraiment ému. Non, je veux passer la parole à Marie-France qui veut vous parler de stratégies pour favoriser le rétablissement des proches. Mais puisque je vois qu'il y a deux mains levées depuis un petit bout de temps, j'aimerais ça leur donner la parole. Et je crois que Pierre Lefrançois, je me demande si c'est le Pierre Lefrançois, collaborateur de longue date de la SQS. Je vais vous permettre de prendre la parole verbalement, mais on ne vous verra pas. Donc, j'ouvre votre micro si vous voulez l'ouvrir de votre côté aussi. Voilà. Bonjour. Bonjour Diane. Bonjour François. Bon. Diane, vous m'entendez? Oui. Oui, Oui. oui, Pierre. C'est le Pierre que Écoute, je connais. oui, c'est le Pierre avec qui on a quand même partagé des expériences très enrichissantes. Évidemment, moi, depuis quelques années, j'ai quitté cette direction pour m'orienter plus auprès des personnes aînées, des âgés. Mais j'écoutais ce soir et je tenais absolument à te dire, Diane, et à François aussi, que j'admire le franc-parler que vous avez eu et j'admire aussi comment dire, la présence de l'amour, hein. Je pense que il y a une relation, il y a une force à l'intérieur de vous deux qui se manifeste et ça, je trouve ça vraiment enrichissant. Je me dis, quand on parle, et souvent, je me souviens très bien que moi, quand j'ai eu une mère qui était atteinte de schizophrénie, je me souviens le choc que j'avais eu quand j'avais appris ce diagnostic. Et je dois dire que le fait de t'avoir fréquenté, Diane, là, donc quand on s'est côtoyé à la SQS, ça m'a aussi, comment dire, ouvert les yeux vis-à-vis le rapport entre une mère et son fils et l'amour que tu avais pour ton fils, cette présence, cette préoccupation. Puis cet espoir aussi, parce que je pense aussi qu'à l'intérieur de toi, il y avait beaucoup, beaucoup d'espoir. Et je pense que c'est le nerf de la guerre que d'espérer. Il ne faut pas désespérer, mais toujours espérer, c'est-à-dire voir un peu plus loin et voir de façon, disons, optimiste le devenir de nos proches qui sont atteints et de notre aussi cheminement, de notre propre cheminement. Alors écoutez, à vous deux, merci. Merci pour votre témoignage. C'est un retour pour moi et je regrette vraiment pas. Merci. Merci, Pierre, d'avoir été là ce soir. Merci, Pierre.
Je vois qu'il y a quelqu'un d'autre qui a levé la main. Je veux vous rappeler que la période de questions, on va en avoir une à la fin, mais si je vais prendre la main qui est levée. Si c'est une question, je vous demanderai de la prendre de poser à la fin. Sinon, si c'est un commentaire sur les témoignages de Diane et François, vous pouvez ouvrir votre micro, Monsieur François Roy. Est-ce qu'on peut rouvrir le micro? Non? Bon, ben écoutez, je vais, dans ce cas, je vais baisser la main. Voilà. Et puis, donc en fait, je donnerai la parole à Marie-France pour qu'on puisse avoir des stratégies pour favoriser le rétablissement. Puis ensuite, je reprendrai les questions qui sont dans le QER et dans le clavardage pour notre période de questions. Donc, on t'écoute, Marie-France. Merci, Tania. Je veux moi aussi remercier Diane et François. C'était extrêmement touchant comme témoignage. Puis, tu sais, je pense que je me joins à la parole de tout le monde là, en vous remerciant. Ça prend beaucoup de courage. Puis, on voit aussi vraiment avec l'intervention qu'on a eue après vos témoignages comment c'est la force aussi de la parédance famille, tu sais, du vécu expérientiel. De d'avoir toute ce vécu-là, cette expérience-là, c'est d'une grande richesse. Donc, merci encore. Fait que je me présente, bonsoir Chad. Je me présente Marie-France, je suis intervenante jeunesse à la SQS. C'est tout nouveau qu'on a un volet jeunesse. Tout nouveau. Ça fait 1 an et demi maintenant qu'on a un volet jeunesse. Puis, on fait beaucoup de sensibilisation et de prévention aux psychoses, à la schizophrénie dans les milieux fréquentés par les jeunes. On le sait, le plus tôt les jeunes sont informés, le plus tôt les jeunes savent comment agir, mieux c'est en fait là, pour prévenir les risques, mais aussi savoir quoi faire si on a un proche, si on a un membre de l'entourage, un parent. On donne des stratégies d'adaptation. Fait que c'est vraiment ça, le volet jeunesse. C'est tout ce qui est sensibilisation et aussi soutien psychosocial aux jeunes membres de l'entourage. Puis, avec le volet jeunesse, là, la raison aussi de ma présence, c'est quand on parle des jeunes, on parle aussi des frères et sœurs, des enfants de personnes atteintes. On est vraiment dans la famille, on est vraiment comme dans la famille en tant qu'écosystème, là, les relations entre les membres et tout. Puis le rétablissement, comme on l'a vu dans la conférence, c'est oui la personne qui vit avec la maladie, mais aussi les membres de la famille. Fait qu'on parle de rétablissement de la famille, de tout ce... Je bouge beaucoup, vous allez voir, de tout ce monde-là ensemble. Puis c'est un processus qui est très vivant puis qui est en mouvement. Et comme on a très bien dit, on ne s'était pas nécessairement parlé avec Diane avant, là, mais on est vraiment sur la même page. Ce processus-là de rétablissement, il est vivant puis il se fait pas à la même vitesse. C'est pas tout le monde au même rythme. On a vu, tu sais, les étapes. Puis c'est pas tout le monde dans la famille qui va être à la même étape. La personne qui vit avec la maladie, le frère, la sœur, les parents et tout. Fait que c'est d'accepter, puis facile à dire, mais d'accepter que chacun ait son rythme dans ce processus-là de rétablissement. Là, je pense que ça a été extrêmement bien démontré dans la conférence. Puis je trouve ça super beau que les activités, la course que vous faites ensemble aussi, c'est vraiment super beau de voir ça. Fait que c'est un processus qui est vivant puis qui a plusieurs dimensions aussi. Le rétablissement, c'est oui les émotions, mais c'est professionnel, c'est social, c'est les relations, c'est aussi c'est même spirituel, c'est tout ce qui touche à la famille dans le processus. Puis on va parler, oui, puis vous avez utilisé aussi les mots accepter puis s'adapter. Puis c'est là qu'on rentre avec les stratégies pour le rétablissement, comment on s'adapte à une nouvelle comme ça, comment on accepte. Ça se fera pas au même rythme, mais pas de la même façon pour tout le monde aussi. Fait que mon but ce soir, c'était pas d'arriver avec une liste d'épicerie de stratégies, de rétablissement. C'est souvent, si vous avez déjà consulté un intervenant psychosocial ou quelqu'un, c'est très adapté à chacun. Qu'est-ce qui fit? Moi, je suis intervenante jeunesse, hein, je peux que je dise des mots c'est comme ça. Qu'est-ce qui fit le plus avec vous? Puis qu'est-ce qui est en cohérence avec vous? Qu'est-ce qui vous fait du bien? Puis qu'est-ce qui est en cohérence? Oh, un enfant, bonjour!
qu'est-ce qui est en cohérence avec vous, mais aussi avec l'étape où vous êtes rendu, puis aussi avec la personne que vous aidez dans la famille. Hein. Fait que c'est d'adopter des stratégies qui vont être en cohérence avec un peu ce triangle-là, vous-même, la personne que vous aidez, mais aussi l'étape du rétablissement où vous êtes. Vous avez donné des super beaux exemples. Il y a quelqu'un dans la famille qui est plus dans le déni, puis là, il y a quelqu'un qui veut aller plus vite, ben là, ça crée de la friction un petit peu, puis c'est un peu de s'adapter à ce mouvement-là, puis de, de danser avec tout ça un petit peu, là, d'accepter que les étapes, on est toutes rendues à différentes étapes. Puis j'aimais beaucoup avec ça la métaphore de la fin, là, qu'on marche, que vous avez dit, Diane, on marche lentement devant la personne, puis parce que si métaphore de la course, tout est connecté, si on va trop vite devant, ben là, on se perd de vue un petit peu, puis c'est moins efficace là-dedans pour le rétablissement, pour le bien de tout le monde. Puis, un autre message que j'ai envie de dire quand on me demande stratégie pour le rétablissement des proches, ben là, on a envie de dire, ben, il faut prendre soin de soi. Hein, on entend ça, il faut prendre soin de soi. Il faut prendre soin de soi, faut être, tu sais, des fois, on a envie de dire, là, je suis sûre que des fois, vous avez eu ces moments-là, ben, comment on fait pour prendre soin de soi? Puis c'est des choses qui sont faciles à dire, puis tu sais, c'est pour ça que j'ai pas envie d'arriver avec la liste d'épicerie, parce que, ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que prendre soin de soi, on en a tous des stratégies qui fonctionnent pour nous puis qui nous font du bien. On le sait, qu'est-ce qui nous fait du bien, qu'est-ce qu'on aimerait avoir le temps de faire, qu'est-ce qu'on veut faire pour nous. Puis, c'est un petit peu de laisser ces moments-là à ces choses-là qui fonctionnent déjà pour nous, dans le fond. Au fur et à mesure du rétablissement, on voit des stratégies autant pour nous, pour notre proche qui fonctionnent. Puis, c'est de capitaliser sur ces stratégies-là qui fonctionnent déjà, puis pas aller avec quelque chose qui est complètement lointain puis qui fonctionne pas avec nous dans le fond, tu sais, qui est pas en adéquation, en cohérence avec nous, ça va être quelque chose de trop loin puis qui va pas fonctionner puis qui va pas rester ancré puis implanté, tu sais, fait que c'est d'y aller vraiment avec qu'est-ce qui vous parle puis qu'est-ce qui fonctionne pour vous. Puis si vous voulez avoir d'autres idées, plus de soutien là-dedans, ben là c'est là que ça je pense qu'on l'a dit d'aller demander du soutien autant des proches, autant des pères aidants, familles, d'avoir des gens qui sont passés par là. Ça peut vous donner aussi des stratégies peut-être auxquelles on n'a pas pensé. Fait qu'on a déjà qu'est-ce qui fonctionne, mais il y a peut-être des fois des nouvelles choses euh, qui peuvent être utiles pour nous. Je pense que la force d'aller demander du soutien, soit par aidant famille ou intervenants psychosociaux, vous avez parlé des intervenants, François, qui sont là aussi, ben c'est que des fois, on va avoir on est tous très c'est dur d'être bons juges de nous-mêmes, hein, on va se dire ah ben là je peux pas me permettre de faire ça parce que là c'est normal, on a de la difficulté des fois à laisser aller, à mettre nos limites, puis c'est bon, l'autre personne à qui on va demander de l'aide, elle peut être quelqu'un qui va nous guider puis nous accompagner un petit peu là-dedans, qui va être plus objectif qui va nous dire, ben peut-être que ça, tu pourrais te permettre tu sais, de faire un voyage. J'imagine, Diane, ça s'est pas fait du jour au lendemain de partir en voyage et tout. C'est une grande étape, là. C'est comme, tu sais, quand je disais, on est rendu chacun à notre rythme dans les étapes. Tu sais, c'est de se permettre d'être guidé là-dedans aussi. Tu sais, qu'on peut se permettre de faire, qu'on a l'impression que non, parce que ça va trop être une grosse coupure avec la personne aidée. Se faire accompagner là-dedans, ça peut vraiment, vraiment être un plus parce que ça va nous aider à être plus objectif parce que c'est normal, on est dans on veut prendre soin de l'autre. Puis on a nos émotions puis notre amour de parents ou de frères et de sœurs ou de proches, puis ça va être difficile d'établir des limites, puis c'est normal. Fait que demander de l'aide, si j'aurais un message à dire, si j'avais un message à dire, c'est ça que c'est bien de se laisser accompagner là-dedans. Puis aussi de pas, mon Dieu, je pourrais parler longtemps, je veux pas, je sais qu'il est tard, mais aussi de pas rajouter une étape de culpabilité, hein, pas rajouter, ah ben je devrais prendre soin de moi mieux. Non, on y va à notre rythme, on se fait aider là-dedans, puis on le fait avec
où on est rendu en ce moment. Parce que je pense qu'on a déjà tous beaucoup de tâches, des choses qui peuvent amener plus de culpabilité, puis c'est pas ça qu'on veut, dans le fond, en donnant des stratégies, c'est se libérer un peu de ce qui est lourd, tu sais. Fait que de rajouter des stratégies qui sont lourdes, ça sera pas le meilleur. Fait que je veux terminer un peu en disant justement que peu importe où vous en êtes dans votre processus et tout, si vous avez besoin, je trouve ça pertinent aussi quand Diane, on était connectés sans s'être parlé, vous avez parlé d'aller chercher de l'information sur la maladie. Ça aussi, on a des groupes à la SQS qui sont vraiment de l'éducation sur la maladie. Puis souvent, les jeunes vont me dire, mais je veux comprendre, je veux être informé. Puis c'est un des besoins qui est vraiment présent, donc d'aller chercher cela. Je vais lire le message maintenant. Oui, c'est ça, exactement. C'est ça, en équipe, de faire le choix, puis de, de, de s'accompagner, puis se compléter là-dedans. J'aime ça. Fait que de s'informer, puis groupe de soutien aussi. Des fois, on a besoin de soutien, des fois, on a besoin d'information. Des fois, ça va être plus des procédures, des trucs administratifs. Il y a les intervenants pour ça. Fait que de reconnaître nos besoins, d'aller chercher les bonnes ressources pour ça. Pour les personnes atteintes aussi, les personnes qui vivent avec la maladie, on a les pères aidants qui font un super travail à la SQS, qui peuvent accompagner. Il y a des intervenants aussi. Moi, je vais faire mon message pour mon volet jeunesse aussi. Des fois, les jeunes dans la famille, les frères et sœurs qui ont besoin de comprendre la maladie aussi, n'hésitez pas à les référer vers nous. J'essaie de faire ça très rapidement, de dire beaucoup de choses. Je sais pas, Tania, si tu as des questions, des choses que tu veux compléter. Oui, ben je vais te poser une question, mais avant, je me suis Vas-y. dit, on connaît peut-être pas super bien le rôle d'une père aidante de famille. Diane est père aidante de famille. On en a à la SQS aussi. Donc, j'aimerais vous faire écouter une petite vidéo de 4 ou 5 Mhm. minutes, puis ensuite, on revient avec la période des questions. Parfait, merci. La personne qui compose avec la santé mentale a besoin d'être accompagnée, puis elle est bien souvent par l'équipe traitante, mais la famille aussi a besoin de ce support-là. Parce qu'on sait que les familles sont importantes, on parle de rétablissement aujourd'hui, puis la famille est très importante dans le processus de rétablissement de la personne. Mais pour être bien là-dedans et efficace, on va dire, dans l'accompagnement, elle aussi a besoin d'être soutenue. Père aidant famille, c'est quelqu'un qui travaille avec son savoir expérientiel. Donc, par le fait d'avoir passé par là, qui est là pour les familles, qui est là pour les écouter, qui les comprend bien, puis travaille avec les enjeux du moment. Je vous donne un exemple. On a une famille dont le proche se retrouve à l'hôpital. C'est sa première psychose. Les parents comprennent pas trop qu'est-ce qui se passe. Puis là, actuellement, il serait en rencontre avec le psychiatre. La famille se retrouve à l'urgence, ils sont déstabilisés, ils sont découragés, ils sont anxieux de savoir qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui est après se dire avec le psychiatre, qu'est-ce qui va arriver après, quel sera le suivi. À ce moment-là, la père aidante de famille arrive sur l'unité, elle va voir l'équipe traitante qui va discuter de la présence de la famille sur place et puis qui va inviter la père aidante de famille à aller les voir. La père aidante de famille va aller voir la famille, les écouter, prendre un peu leurs inquiétudes, prendre un temps avec eux pour comprendre la situation, puis pour surtout les informer sur quels sont les services qu'ils peuvent obtenir. Grâce à l'intervention de la père aidante de famille, les familles vont repartir mieux outillées, mieux renseignées, et puis ça va certainement contribuer à diminuer leur sentiment d'anxiété. Mon fils, il y a 1 an, a fait une psychose suite à une très grosse consommation de cannabis. Il a été hospitalisé pendant 5 semaines et suite à cela, on a eu le diagnostic de schizophrénie. Ça a été un choc parce que nous, on avait mis ces agissements-là sur le dos de la consommation. Une père aidante de famille a fait une présentation en Zoom, puis
elle a parlé de son parcours et ça m'a tellement rejoint et que là, j'ai compris. Il y avait quelque chose de différent dans son discours par rapport au discours médical, tu sais, qui entoure, qui est un peu plus technique peut-être, qui est moins émotif. Les pères aidants deviennent très, très utiles sur l'unité même parce que, veut pas, vous connaissez le contexte, la pénurie de main-d'œuvre, les infirmières sont très, très sollicitées. À un moment donné, les familles se sentent tellement démunies, à bout de ressources, que des fois, ils en viennent à l'idée de se désengager là, du soutien qu'ils peuvent apporter à leurs proches. Et nos pères aidants, ils ont l'opportunité de prendre le temps nécessaire pour s'asseoir avec la famille. Toutes les personnes qui ont un membre de l'entourage qui vit avec un enjeu de santé mentale peuvent contacter la ligne Père aidant de famille. On n'a pas besoin que son proche soit hospitalisé ou qu'il y ait un diagnostic pour pouvoir appeler cette ligne. L'idée, c'est vraiment à un moment donné, vous vous interrogez, vous savez plus trop quoi faire, vous êtes perdu, vous vous sentez épuisé, vous êtes dans l'incompréhension, vous savez pas ce qui se passe et surtout vous savez pas comment réagir et comment aider votre proche. Donc, il ne faut pas hésiter à appeler parce qu'une personne va être là pour justement vous aider à dénouer un petit peu ce qui se passe chez vous, pour vous et puis aussi pour l'autre. Si quelqu'un m'avait dit, Hélène, tu sais, appelle à tel numéro, tu vas parler à une proche aidante, puis tu vas voir, ça va probablement t'aider. J'aurais aimé que quelqu'un me tende ce message-là. Donc, j'aurais certainement vécu moins de souffrance si dès le départ, j'avais eu accès. En fait, j'ai eu accès, c'est juste que je savais pas qu'elle pouvait m'aider. Mais si je l'avais fait, si j'avais fait le pas, oui, ça m'aurait vraiment évité beaucoup de tracas. Oui, je serais beaucoup plus sereine probablement aujourd'hui. Oui. Voilà, merci. Voilà, c'était une capsule réalisée par la SQS en collaboration avec d'autres organismes. En fait, là, si vous voulez poser des questions à nos panélistes, vous pouvez le faire dans le Q&R en bas de l'écran ou dans le clavardage. Une question qui m'est venue pendant que Marie-France parlait, peut-être que Diane, tu pourrais nous aider. Comment est-ce qu'on fait pour améliorer la relation entre le proche et la personne qui vit avec une psychose apparentée ou une schizophrénie? Tu sais, tu racontais dans ton processus qu'il y a des moments où vous vous entendiez pas du tout ou qu'il y avait des choses qui étaient cachées de la part de ton fils. Comment est-ce que tu as réussi à améliorer ou qu'est-ce que tu recommanderais aujourd'hui aux autres proches? Quand je fais des témoignages comme père aidant de famille et je parle de la patience, il faut être très, très patient. Et surtout au moment de la maladie, dans la phase aiguë, puis ça, je le dis encore aux familles que je rencontre aujourd'hui, des fois, la maladie a pris toute la place du corps de la personne. C'est son corps, c'est son fils, c'est sa fille, mais c'est pas sa fille puis son fils qui parlent, c'est la maladie. Dans la phase aiguë de la maladie, là, moi, je ne reconnaissais pas François et même là, ses yeux n'étaient pas les mêmes. Il avait les yeux ronds et j'ai réalisé que à l'Institut, là, si vous êtes au 4e étage, vous regardez des peintures qui ont été faites par des personnes qui vivaient avec la schizophrénie, qui font des figures, ils ont tous les yeux ronds. Ils ont les yeux ronds, puis mon fils avait les yeux ronds aussi. Puis quand je dis ça aux familles, elles réalisent aussi, c'est vrai, mon fils avait les yeux ronds. Puis de la minute que la médication a commencé, les yeux sont devenus comme ils sont aujourd'hui. Moi, je suis une ex-infirmière, donc j'ai observé beaucoup dans ma vie. J'ai fait des soins à domicile pendant 13 ans. Fait que j'observais beaucoup quand j'allais à domicile. Fait que, tu sais, j'avais encore ce réflexe-là d'observer. Moi, comme conseil, c'est la patience, c'est l'amour. Ça peut prendre du temps. François, ça a pris du temps.
je l'ai écrit à quelqu'un qui a demandé, c'est à combien de temps? Il a eu son diagnostic en 2009 et on est rendu en 2025. Puis, il n'y a pas de temps limite, hein? Il n'y a pas de temps limite. Il y en a que ça prend 2 ans, il y en a... Si on dit, j'ai jamais dit de temps aux familles. Jamais, jamais, jamais. Et je pense que c'est pas une bonne idée de le dire non plus. Parce que on se met des... Tu sais, on se fixe une échéance, puis des fois, l'échéance n'est pas passée. Tu sais, il faut l'accompagner. Il faut, comme Pierre Lalonde disait, il faut marcher lentement. Il faut pas les pousser rapidement. Mon fils, l'exemple que je peux te donner, Tania, c'est mon fils, tout ce qu'il connaissait dans la vie, c'était à l'école. Il n'avait jamais été sur le marché du travail. Il va à l'université, il y a un échec, mais il y avait le service des activités culturelles de l'université. Tu vas au cours, mais tu n'as pas d'examen. Et il y a différents sujets qu'il donne, dont la musique. Et mon fils, c'est sa passion, la musique. Fait que je lui en ai parlé et je lui ai dit, on va payer pour toi si tu veux, prendre un transport en commun facilement. Et finalement, il a fait toutes les sessions en musique. Tu sais, ça lui donnait un sens à sa vie aussi, tu sais. Puis il a continué par la suite, là, il continuait ses cours de piano. Fait que tout, je pense qu'il est important, c'est qu'il faut aller chercher la passion que les proches aidés ont en eux. Tu sais, parce que si tu essaies de leur présenter toutes sortes de choses, euh, ça marchera pas. J'ai un autre exemple en Fidèle. C'est vrai que je parle beaucoup. Il y a un couple âgé dont le petit-fils a été placé et il voulait qu'il soit autonome. Et on a dit aux grands-parents, vous allez aller acheter des pantalons pour leur petit-fils. Puis il amène le petit-fils, puis il le met devant le rack de pantalons. Le petit gars, là, il a resté planté là, sans bouger. Sa grand-mère, elle a compris que si elle y amène 2, 3 paires de pantalons devant lui, il va être capable de choisir. Mais il était incapable de choisir à l'intérieur du rack. Fait que, tu sais, c'est des petites choses comme ça qu'il faut faire. Et il y a pas d'autre. C'est la patience, c'est le temps. C'est vrai que c'est difficile. Dans la phase aiguë de la maladie, c'est très dur, très, très dur. Euh, Comment ça se fait que moi, je m'en suis sortie? Tu sais, que une chose, c'est mon fils a arrêté la consommation. Ça, c'est majeur. Je sais qu'aujourd'hui, c'est la réduction des méfaits. Je comprends ça. Quand la consommation est devenue légale du cannabis, il n'y avait pas un parent, je pense, qui était d'accord avec ça, parce qu'on sait, hein, tu sais, nos enfants, ils ont tous plus que 18 ans et on n'était pas d'accord. La réduction des méfaits, mais aujourd'hui, je suis capable de comprendre. Mais c'est difficile à faire comprendre ça aux parents. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est moins pire, mais en 2014, là, réduction des méfaits, c'était pas bien, bien vu. Fait que c'est la patience, c'est le temps, faut pas aller trop vite, faut aller à leur vitesse. Et il faut voir aussi les passions. Qu'est-ce qu'ils aiment dans la vie? Qu'est-ce qu'ils aiment? Même l'emploi de François, les intervenants ont trouvé exactement l'activité de travail qu'il avait besoin. Il y avait des forces. Son français, travaillait vite à l'ordinateur. On lui a trouvé un emploi à sa mesure. Tu sais. Fait que ils l'ont pas envoyé faire remplir des sacs d'épicerie là, comme commis. Là. J'ai rien contre ça. J'ai rien contre ça. Mais on est allé chercher les forces que François avait. François, tu voulais ajouter quelque chose? C'est ça que je suis rendu commis dans une pharmacie. Je remplis pas des sacs, là, mais. Mais tu disais que c'était très diversifié, que tu aimais ça, que ce soit diversifié. Oui, c'est ça. C'est ça. J'aime ça. C'est sûr que c'est plus fatigant que le programme protégé, l'emploi protégé que j'avais avant, parce que là, Oui. c'est rendu un vrai emploi. Oui. J'aime tout autant ça, là. Ouais. Les attentes sont les mêmes envers toi parce que tu es qu'envers un autre employé. Ouais. Donc, ce que je comprends, Diane, de ce que tu disais, c'est il faut d'abord accepter le rythme de la personne qu'on accompagne, puis ensuite le respecter. Il faut d'abord Ouais. comprendre que le rythme n'est peut-être pas le même, puis ensuite, faut s'adapter, là, en fait. Il y a un mot que je n'utilise plus du tout, c'est le mot accepter.
Je peux pas accepter que mon fils ait un diagnostic de schizophrénie, comme je pourrais pas accepter que mon fils ait le diabète. Mais j'ai appris à vivre avec un fils différent, comme un parent va apprendre à vivre avec un enfant qui a le diabète, tu sais. Mais c'est pas accepter pour moi, ça rentre pas dans mon vocabulaire depuis longtemps. Mais ceux qui le disent, bon, mais moi, je reprends toujours une intervenante qui va me dire, ou dans les organisations qui parlaient d'acceptation, non, je les reprenais autant à la PAM Rive-Sud qu'à la SQS. OK. Ben, c'est ta perception et Ouais, je la comprends, je la comprends. ouais. Je pense, Diane, que tu as répondu à la question, mais peut-être si tu veux ajouter autre chose, dans le Q&A, on avait quelqu'un qui demandait quoi faire si mon enfant de 25 ans qui a un trouble schizoaffectif refuse de travailler ou de faire des sports ou loisirs. Donc, en fait, tu disais d'y aller avec les passions et les Oui, forces de l'enfant. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voulais ajouter? Ou... non, non. Tu sais, faut aller avec ce qu'il aime. S'il y a une passion, tu sais, ça pourrait pas être nécessairement le sport, là. C'est peut-être le parent qui aimerait que son enfant fasse ça. Tu sais, non, j'ai pas d'autres réponses. Il faut aller vers les passions de cette personne-là. Tu sais, Des passions ou l'occupation comme le travail ou des passes-actions ou ben, il veut pas travailler. ok, ok. Ouais, c'est ça. Mais il peut avoir, tu sais, il y a des ressources aussi, là. Je pense aussi que moi, si j'avais été toute seule, j'aurais pas, François serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Il y a eu tellement d'intervenants qui ont pas pris en charge, mais qui l'ont accompagné. Puis moi, j'ai accompagné les intervenants. Quand François a commencé à aller dans, surtout la deuxième ressource, le phare, je pense qu'il y avait un poids sur nos épaules qui a diminué. Tu sais, la première ressource, il était trop malade pour être là. La deuxième ressource, c'était enfin, on s'est senti pas libéré, mais on n'avait plus tout ce poids-là sur le dos. Il y avait des intervenants qui voulaient ils voulaient l'aider, ils voulaient améliorer sa situation. Puis je les voyais aussi avec les autres aussi, les autres résidents qui étaient là. Fait que c'est ça. Faut trouver la passion. Il y en a sûrement. Ce jeune homme-là de 25 ans, il y a sûrement des passions. Il y a peut-être sûrement quelque chose qu'il aime dans la vie. Puis, Ça peut. François l'a mentionné tout à l'heure, le fait qu'il a été accompagné par un père aidant, Chad, de notre équipe. Ouais. On en a 5 pères aidants ici, donc vous pouvez appeler à notre numéro ou écrire à notre courriel, puis on peut faire un suivi par rapport à ça, mais c'est sûr que ça donne un coup de pouce aussi. Ouais. Le premier travail que François a eu là, à Marigot, là, l'organisme culturel et historique, c'est l'intervenant du CIV qui a parlé de ça. Il a vu que François avait ces qualités-là et c'est Éric, comment il s'appelait François, te rappelles-tu? Julien. Julien, qui dit, il a commencé à lui parler de ça, puis il y a une petite graine qui a poussé, tu sais. Puis finalement, François a fait 5 ans, là. Fait que, tu sais, c'est comme, et je travaillais aussi avec cet intervenant-là. Il m'a rencontré, moi, tu sais. Puis là, on a travaillé ensemble aussi. Mais tu sais, il faut travailler avec les équipes. Les familles, ils doivent prendre leur place. Ça, c'est une chose les familles ont de la difficulté à prendre leur place. Je ne sais pas aujourd'hui comment ça se passe en psychiatrie en 2026, mais il faut absolument prendre la famille, les membres de l'entourage, les personnes significatives des patients, là, ils doivent prendre leur place aussi. Tu sais. Et la seule raison qu'ils ne peuvent pas, c'est quand le proche ne veut pas. Ça, il n'y a pas y a rien à faire. Mais sauf que on peut donner de l'information, nous, aux psychiatres. Le psychiatre ne donnera pas d'infos, mais vous, comme parent, vous pouvez donner de l'information. Moi, j'ai fait ça avec mon fils. Pour les premiers mois, je faxais, il n'y avait pas de courriel dans ce temps-là. Je faxais toutes les observations en 2 rendez-vous. Parce que François ne parlait pas du tout devant le psychiatre.
Il y avait beaucoup de symptômes négatifs et au moins, il savait qu'est-ce qui s'était passé entre les deux rendez-vous. Et je conseille ça aussi Oui, aux ben à familles. l'INSPS, on milite beaucoup pour que les professionnels de la santé impliquent les proches Oui, ouais, dans le suivi autant que possible, mais c'est vrai si le proche refuse, ça peut ouais, aussi être une communication seulement à un sens pendant un certain ouais, temps, le temps c'est que ça ça, c'est ça. Mais avec la patience, ça peut changer, tu sais. Mhm. J'en ai vu, moi, des patients qui refusaient de voir leurs parents parce qu'ils avaient fait une P38, là. Puis, quelques mois plus tard, ben, le parent, il venait courir avec nous et le fils venait courir avec nous sur le Mont-Royal. Fait que, tu sais, faut jamais désespérer. Moi, j'ai jamais désespéré. Je me disais, ça se peut pas, ça se peut pas. Mon fils est jeune, c'est impossible. Puis moi, de rencontrer des pères aidants, de rencontrer Luc Vigneault, d'aller à DCL, voir des cinq beaux jeunes hommes, j'ai passé 3 heures avec eux autres. Le directeur me laissait tranquille avec eux. On était dans une pièce fermée, on avait du café, du chocolat, tout ça. J'ai trouvé ça extraordinaire. C'est des jeunes qui étaient dans probablement la 4e étape de leur établissement. Ils me donnaient des conseils. Ils me donnaient des conseils. Je m'en allais pas leur donner des conseils. Je m'en allais chercher des conseils. Puis c'est ça qu'il faut faire. C'est Mhm. ça. Parfait. Ouais. Merci. Je voulais lire quelques commentaires, puis une question aussi. Il y a des gens qui écrivent très inspirant, François. Bravo, François. Tu es vraiment inspirant. Tu as pris ta vie en main. Tu as de quoi être fier de ton cheminement. Merci pour votre partage inspirant. Merci à vous deux. Merci à vous deux d'avoir pris le temps de présenter et de partager vos expériences vécues avec autant d'ouverture. Votre vulnérabilité et votre authenticité ont apporté un véritable espoir à toutes les personnes présentes. En mettant en lumière les forces autant que les défis, vous nous avez rappelé que la schizophrénie ne définit pas une personne, elle ne représente qu'une partie d'une histoire beaucoup plus vaste, marquée par la résilience. Ce partage a eu un impact réel et profondément apprécié. Donc, j'ai une question ici. Tu es super inspirant, François. Concernant ton emploi, est-ce que tu as un ou une intervenante qui assure un suivi pour maintien de ton emploi? Au début, les 6 premiers mois, oui, j'avais une intervenante du programme CEMO, mais après 6 mois, mais j'ai plus d'intervenante. Là, ça fait 2 ans, plus que 2 ans et demi. Puis non, j'ai pas d'intervenante depuis ce temps-là. Puis je vais C'est quoi? à mon propre. Je suis l'horaire du travail, puis c'est comme absolument un vrai emploi. Ces mots, c'est quoi, François? CEMO, c'est par ça que j'ai eu mon emploi, service d'employabilité de la main-d'œuvre. Il y a passe-action, puis c'est un peu ces mots où c'est après le passe-action. C'est un peu plus. Ouais. Est-ce que tu partages ton expérience de travail avec des pairs, des personnes, C'est comme quoi? par exemple, est-ce que tu parles de ton processus vers l'emploi avec tes colocs ou avec d'autres personnes que tu as fréquentées dans d'autres services avant? Non, pas vraiment, non. Non, OK. Un peu, c'est sûr qu'ils savent que je travaille. Conseiller. C'est sûr que. Oui. Ouais. OK. Mais dans une rencontre de tous les résidents avec la directrice d'Hour Harbor, là, où François habite, la directrice avait vu François à faire mépris, puis elle a dit devant tout le monde, ah, François, il travaille dans une pharmacie. Et il y a 5 personnes qui ont levé la main et ont dit, nous aussi, on travaille, tu sais, parce que elles avaient pas vu, tu sais. Fait que ça serait bien. Je pense, je vais en parler, là, ben, je pense que les intervenantes sont là, sont encore là. Tu sais, des personnes qui travaillent, de peut-être faire comme un regroupement, tu sais, faire une présentation pour les autres aussi, hein, pour donner de l'espoir pour ceux qui voudraient aller travailler. Mhm. Évidemment, il y en a qui ont un certain âge, sont plus âgés, fait que c'est certains qui ont pas. Mais les plus jeunes, là, Mais il y en a beaucoup qui aspirent à avoir une occupation qui oui, apporte quelque chose de positif. C'est pas nécessairement, tu sais, dans notre projet d'accompagnement vers le retour à la vie active et l'emploi, c'est pas juste retour à l'emploi, on parle d'une vie active puis d'une vie satisfaisante. Donc, je pense que de voir une personne qui s'active comme ça, c'est inspirant pour les autres ouais, à ouais, s'activer. ouais. Puis, il y a quelque chose aussi, tu sais, moi, je dis, j'ai un nouveau fils, et c'est vrai que j'ai un nouveau fils, là. Ben, tu sais, les parents peuvent, surtout des jeunes adultes qui ont commencé à travailler, qui ne sont plus aux études, souvent les parents voudraient qu'ils retournent dans le même emploi, tu sais, qu'il y avait auparavant. Mais des fois, c'est trop stressant. Fait que souvent, c'est des rechutes qui arrivent à cause de ça.
ils retournent dans le même emploi et ils font des rechutes. Fait qu'à ce moment-là, il faut changer un peu, tu sais. Moi, François, il n'avait pas travaillé avant. J'ai essayé qu'il retourne aux études. Moi, mon objectif, c'était que François fasse son université. J'ai essayé qu'il retourne aux études, mais ça n'a pas fonctionné. La musique, ça allait bien au Cégep Saint-Laurent, mais il a manqué un examen. Puis, Édouard, mon petit, ben, il est allé en psychologie. Il a fait une journée, puis il a traversé la rue parce que l'organisme où il travaillait, Marigot, était à l'autre bord de la rue du Cégep. Fait que l'autre côté de la rue. Fait qu'il dit, il s'en retournait au Marigot. Il a dit à la coordonnatrice, est-ce que tu me reprendrais? Même s'il avait fait une grosse fête de départ, là. C'est ça. Ouais, mais Hey, c'était, c'est correct qu'il a respecté où est-ce qu'il ouais, se sentait c'est bien. ça. Il a respecté ses limites. Puis Oui. moi, c'est moi qui l'avais suggéré, là. C'est moi, tu sais. Fait que j'ai compris que non, les études, Mhm. c'était terminé, tu sais. Ça, c'est ça. Mais dans le clavardage, on a une personne qui dit que c'est important de s'adapter aux situations. Puis des fois, ça peut prendre des semaines, des mois, des années, une vie, là. Oui, Puis on a Chad aussi, notre père aidant, qui dit que c'est important de préparer le terrain pour la personne, mais que pour le reste, c'est son pouvoir d'agir qui prend forme avec c'est persévérance ça. et C'est espoir. ça. Mais des fois, on veut aller trop vite, tu sais. Mhm. Si les parents veulent aller trop vite. Ben, je l'ai vu, ça. Tu sais, un jeune homme là, qui est son congé de l'hôpital, là, puis sa mère dit, bon, les cours recommencent lundi, là. J'ai dit, madame, si votre fils avait une jambe cassée, là, est-ce qu'il s'en irait au cégep lundi prochain? Elle dit non. Mhm. Ben, j'ai dit, c'est la même chose. Comment j'ai dit ça? Il est en rétablissement. Comme s'il y avait un plat. Même Oui. chose. Oui. Tu sais. Il faut prendre en compte le fait que l'ajustement de la médication, les symptômes négatifs et Ouais, positifs, ça peut prendre du temps à ouais, être bien géré. Tant que ça, c'est pas fait, c'est difficile pour la personne de se réactiver. Puis ensuite, de définir qu'est-ce qu'elle a envie de faire après, là. c'est ça. Puis là, ben, il va y avoir, ta minute. Non, c'est pas avec la SQS, mais prochainement, il y a un webinaire sur la médication antipsychotique intramusculaire, très tôt dans les premiers épisodes psychotiques. Je te dis, c'est important. Je pense que ça a bien été avec François parce qu'il a été pris en charge rapidement. Souvent, tu sais, les parents, ils vont attendre, ils savent pas c'est quoi. Moi, je venais du réseau de la santé, j'avais pas mal un bagage. Fait que, tu sais, il y avait quelque chose d'anormal, là. Tu sais, c'était pas le changement adolescence vers l'âge adulte, là. Mhm. C'était pas normal. Fait que souvent, les parents vont attendre, ça va se passer, ou le jeune ne veut pas aller consulter. Mhm. Fait que, il faut que ça soit, quand les jeunes sont pris rapidement en charge, je pense que le rétablissement est, est meilleur, est meilleur. Il est plus facile, en tout cas. Plus facile, plus Ouais. facile. Parce que moi, j'ai rencontré des parents qui ont attendu longtemps avant d'aller consulter. Puis, tu sais, je me dis, il faut pas attendre aussi longtemps. Puis aujourd'hui, avec la médication qu'il y a en 2026, là, c'est pas comme en 1960 où la médication était tellement forte que les patients ne faisaient que dormir. Ça, tu sais, Mhm. c'était pas possible, c'était bien trop fort. Mais maintenant, moi, François va chercher va prendre son injection. Il s'en tourne travailler après. Jean, c'est la même chose, hein? Le coach à François, c'est la même chose. Mhm. Il fait son injection, il s'en retourne travailler au CHUM. Fait que, tu sais, aujourd'hui, c'est encore très stigmatisé, la schizophrénie. Très, très stigmatisé, malgré qu'il y a tellement d'avancées qui ont été faites. Tellement, tellement. C'est vrai. On travaille fort pour déstigmatiser et sensibiliser la population. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions à poser? Sinon, je pense qu'on serait prêt à conclure. Je vous laisse Ouais. quelques secondes. Oui, Un autre petit conseil, oui, c'est vas-y. François a fait beaucoup partie des recherches aussi. Chaque fois là, qu'il y avait une recherche sur différents sujets concernant Mhm. justement la schizophrénie, il acceptait et ben tu sais, ça lui donnait un peu de sous aussi. Il a fait avec les symptômes négatifs qui sont pas beaucoup étudiés. À Douglas, ils ont fait un projet de recherche. Fait que ça, c'est important. Si vous êtes membre de la SQS et il y a un projet de recherche, il y en a toujours des recherches. Et si votre proche veut y aller, ça va faire avancer la science. Ça va faire avancer la science.
C'est vrai, je suis d'accord. Puis, si vous jetez un coup d'œil sur notre site web, on a Oui. toujours des chercheurs, chercheuses qui publient des projets de recherche. Je voulais partager un dernier commentaire de notre père aidant qui dit qu'il y a un deuil à faire, mais c'est pour le meilleur. Après, c'est entre nos mains. François en est un bel exemple. Merci, Chad, pour ta participation. Donc, est-ce que de votre part, Diane, Marie-France, François, est-ce que vous avez une chose que vous voulez ajouter avant qu'on conclue? J'ai quelque chose à dire. Oui, Il y a aussi le sport m'a beaucoup aidé. oui. C'est les exercices, ça aide vraiment pour le bien-être du mental, puis tout ça, c'est important. Mhm. L'alimentation aussi. Puis arrêter les substances. C'est un mélange de tout, le mélange de tout. Oui, parfait. Ben, merci beaucoup. Merci à tous et à toutes d'avoir été là ce soir. Merci Merci. beaucoup, Diane, François. Merci, Marie-France, pour ton apport. Je vous souhaite une belle soirée et puis Merci. j'espère vous revoir en février. C'est- Merci. Bonne fin de soirée. Au revoir tout le monde. Merci.